Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternative de Smart Patrimoine. Un rendez-vous d'ailleurs qui est souvent à mi-chemin entre l'investissement et la collection. Et ça tombe bien, c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Nous nous demanderons si les collections d'hier, qui pouvaient être prétexte à un certain nombre d'investissements, seront celles de demain. En parlant de collections d'hier, nous parlons de bandes dessinées, de timbres, de produits dérivés de bandes dessinées ou encore d'autres exemples que nous vous donnerons dans un instant. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Florian Bourguet, expert en bande dessinée. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine, où cette fois-ci nous reviendrons sur des sujets plus financiers. Nous projetterons en 2026, au 1er janvier 2026, où c'est officiel, ce sera la fin des commissions de mouvement. Les sociétés de gestion et les fonds ne pourront plus appliquer de commissions de mouvement dans leur gestion au quotidien. Nous reviendrons sur ce sujet avec Marc Renaud, président de Mandarine Gestion, mais aussi avec Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l'AMF en charge de la direction de la gestion d'actifs. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement ou placement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble si les collections d'hier seront les collections de demain. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Florian Bourguet, expert en bande dessinée. Bonjour Florian Bourguet. Bonjour. Alors Florian, vous êtes expert donc en bande dessinée. Vous êtes déjà venu sur le plateau de Smart Patrimoine. On avait évoqué les cartes Pokémon et c'est, j'ai envie de dire, cette tendance qui se développait à la collection de cartes Pokémon. Vous êtes également expert en bande dessinée. Et alors, les bandes dessinées, ça n'est un secret pour personne. Ça a été très collectionné, c'est très collectionné. On voit des gens qui ont 40, 50, 60 ans aujourd'hui qui collectionnent les bandes dessinées, les mêmes qui potentiellement collectionnaient les timbres quand ils étaient plus jeunes parce qu'il y avait cette dynamique de collection de timbres. Et vous dites, attention, les collections d'hier, les collections emblématiques d'hier qu'on voit collectionnées par nos parents, nos grands-parents, ne seront peut-être pas forcément celles de demain et une collection peut perdre de la valeur dans le temps. Voilà. Donc alors il faut comprendre que l'homme, enfin quand je dis l'homme, c'est en général l'être humain a toujours collectionné. D'accord. Les premières collections, on peut penser que c'est on a des notes, des traces à l'époque romaine ou durant la période chinoise des premiers siècles. Les gens, enfin les puissants collectionnaient. Alors, pour l'époque romaine, par exemple les intailles, les pièces de monnaie qui pouvaient thésauriser et récupérer avec différentes têtes d'empereurs ou de cités. Donc l'homme a toujours collectionné. Alors, il collectionne plus depuis les 2 derniers siècles. D'accord, on a beaucoup plus de produits à collectionner que dans les siècles précédents. Grosso modo, la collection, ça s'est vraiment densifié au 19e et au 20e siècle. Alors, du coup, on a vu, oui, effectivement, des collections de timbres. Alors, moi, c'est celle que j'ai en tête, mais il y en a d'autres. Voilà, qui sont les plus timbres, récentes, ça a marché pendant. Je veux dire, le premier timbre, c'est 1840. En 1850, on a déjà des collectionneurs de timbres qui essayent de récupérer un petit peu ce qui se fait partout dans le monde. Les premières bourses d'échange, ça doit être 1870-1880. Les catalogues de cotation, les vrais marchands qui apparaissent à cette période-là, c'est déjà un vrai marché. Un vrai marché avec des acheteurs, des vendeurs, des collectionneurs. Voilà. La numismatique, c'est la même chose. Ça apparaît. Donc ça, c'est les pièces de monnaie pour le coup. Donc, oui, voilà, les pièces de monnaie, ça apparaît et ça se développe vraiment à la fin du 19e siècle. Les grands collectionneurs qui recherchent les monnaies grecques antiques, les monnaies gauloises, les monnaies romaines. Donc, ça se densifie, ça progresse au cours du XXe siècle. Et alors, une question, ou en tout cas une réaction de néophyte. Aujourd'hui, on utilise presque plus de timbres, ou en tout cas de moins en moins. Aujourd'hui, quand on parle de pièces de monnaie, certaines zones économiques, notamment comme la zone euro, ont changé de monnaie. Donc ça veut dire que des monnaies locales sont plus rares. Est-ce que du coup, cet effet rareté du fait qu'on utilise moins de timbres ou sur la numismatique qu'on utilise moins les monnaies anciennes fait automatiquement prendre de la valeur à ces collections qui marchaient très bien hier ? Alors, ce qui vaut le plus cher généralement dans une collection, c'est les prémices de la collection. C'est le début. Donc pour les timbres, c'est la période 1840-1870, où il y avait des initiatives locales, où on découpait les timbres en deux, où le timbre, c'était un outil qui était destiné à être détruit à la fin. Une pièce de monnaie, c'est fait pour servir, c'est pas fait pour être collectionné. D'accord. Et du coup,
Ce qui vaut le plus cher dans une collection, c'est le début. C'est le début parce que ça, c'est la période où c'est le plus rare, où les objets sont pas conservés. Et c'est la même chose, par exemple, pour les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon du début sont beaucoup plus rares que celles qui sont actuelles. Et alors, ma question, c'est est-ce que les timbres ou les pièces de monnaie dont on parle sont toujours des objets qui sont autant collectionnés aujourd'hui, alors que l'usage même des objets, lui, c'est un petit peu perdu dans le temps? Alors, on constate que pour les collections, quand l'usage se perd, le nombre de collectionneurs diminue. D'accord. On a des espèces de collections éphémères qui ont tenu pendant des années, voire des dizaines d'années. Par exemple, c'est le cas des télécartes. Oui. Alors là, les moins de 40 ans, ils savent Oui, il pas faut expliquer ce que c'est une télécarte. Hein. Une télécarte, c'est un petit bout de plastique avec une puce, comme une carte bleue, mais qui permettait de téléphoner dans des cabines. Ah oui, dans les cabines téléphoniques qui ont disparu également. Voilà. Hein. Mais vous aviez il y a 30 ans, Ouais. 30-40 ans, il y avait un vrai marché de la télécarte, avec des marchands de télécartes qui se réunissaient au Carré Marigny, des cartes qui avaient une certaine valeur. Les plus rares pouvaient se négocier entre 2 et 8 000 euros à peu près. Donc il y avait un vrai marché. Et là, ce marché n'existe plus. C'est fini. C'est fini, d'accord. Même la carte qui valait 8 000 euros, elle ne vaut plus rien aujourd'hui. Elle vaut 20 euros. Elle vaut 20 euros. Voilà, parce qu'il y a encore quelques acharnés qui collectionnent encore, mais on est passé de centaines de milliers de collectionneurs à quelques centaines de collectionneurs. Donc il y a des collections qui peuvent mourir. Voilà, on l'a vu à cette même période avec les pins. Les pins, bah oui, bien sûr, Voilà. tout le monde connaît. Les pins, oui, les années voilà, 90, c'était oui. la folie à Roland-Garros. Il y a à la fin des années 80, pour récupérer les pins, c'est pareil. Hein, il y avait des émissions de télé avec Monsieur Pins qui avait une veste de costume qui était remplie de pins. Bah, tout ça, ça a disparu. Les porte-clés, c'est ce qu'on appelle des collections éphémères. Et alors, si je reviens sur les timbres ou les bandes dessinées qui m'ont quand même l'air, d'un point de vue néophyte, des collections qui durent quand même depuis très longtemps, ou qui sont très ancrées chez un certain nombre de personnes, un certain nombre de passionnés, là aussi, on est sur des collections qui peuvent potentiellement mourir demain. Qu'est-ce qui viendrait expliquer que d'un coup d'un seul, on ne s'y intéresse plus? Alors, la philatélie et la bande dessinée, pour moi, il n'y a pas le même ressort. D'accord. La bande dessinée, c'est très nostalgique. C'est-à-dire, c'est comme les petites voitures, vous avez envie de collectionner ce que vous n'avez pas pu avoir quand vous étiez petit. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, vous passiez devant la boutique du marchand de petites voitures. Alors, je parle dans les années 50. Hein, Ouais, bien sûr, oui. Mais Moi non plus, je vous rassure. la Ferrari, le modèle de Ferrari, la Peugeot Dinky Toy, elle vous faisait rêver. Vous en aviez une à Noël et dans le meilleur des cas, une à votre anniversaire. Et les autres, vous les aviez jamais. D'accord. Et donc là, on les achète pas en vrai ou en gros modèle, Voilà, mais on les achète plus en tard. petit, 40 ans après, quand on a les moyens pour se faire plaisir. Ouais. Voilà, Et d'ailleurs, le prix globalement d'une voiture, d'une vraie voiture pour le coup. Alors pour certains modèles, oui, mais pour toutes, c'est un petit peu moins cher quand même. Voilà, ça c'est une collection nostalgique, c'est-à-dire que quand la génération qui a connu cette collection-là, jeune enfant, elle disparaît, les prix se cassent la figure. D'accord. Et c'est le cas du marché, par exemple, des petites voitures anciennes. Mais je reprends le cas des petites voitures anciennes, ça veut dire que dans toute collection, il y a des pièces qui sont extrêmement rares. Il y a des gens qui peuvent venir avec un objectif d'investissement en disant si j'achète cette pièce suffisamment rare, elle va prendre de la valeur longtemps. Et là, d'un coup d'un seul, on peut voir qu'en fait, vu qu'il n'y a plus la nostalgie des gens qui, à l'époque, jouaient avec ces voitures et qui les ont achetées quand ils étaient adultes, vu que les générations passent et que ces voitures restent dans une certaine génération, ça peut automatiquement se casser la figure. Ah oui, parce que comme n'importe quel marché, quand il n'y a plus de besoin des collectionneurs, d'envie, le marché se casse la figure. Donc on collectionne en fait ce qu'on a regretter ou aimer petit, c'est ça? Il y a une grosse part de nostalgie dans les collections. Il y a aussi une part de, quand vous collectionnez la numismatique ou la philatélie, il ne peut pas y avoir de nostalgie. Bien sûr, c'était des collections dites historiques. Les timbres, c'était émis par l'État. Il y avait un nombre limité de timbres et énormément d'enfants collectionnaient les timbres. Donc là, on voit que cette génération de collectionneurs de philatélistes, qui est âgée entre 60 et 90 ans, elle commence à disparaître. Beaucoup de marchandises arrivent sur le marché, donc les prix diminuent logiquement. C'est ce qui se passe pour la philatélie depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Par contre, les pièces les plus rares, comme on est dans une période qui est euphorisante pour le marché de l'art, elles font de plus en plus cher. D'accord, donc on peut voir des collections en fait, qui se cassent la figure, mais certaines pièces les plus rares qui gardent en fait, et qui même continuent à prendre de la valeur. Exactement, parce que là on entre dans un autre marché, dans un marché d'ultra niche qui concerne une cinquantaine, une centaine d'acheteurs dans le monde qui veulent la pièce rare. D'accord. Ah oui, donc par contre, attention, effectivement, c'est pas parce que ça prend de la valeur que c'est liquide si on a 100 acheteurs à travers le monde. Mais effectivement, mais si vous, demain, vous disposez, je sais pas moi, d'un timbre rarissime ou d'une pièce de monnaie qui est rarissime. Dans un parfait état, j'imagine. Voilà, dans un parfait état et avec un tirage ridicule,
ce sera toujours recherché. Alors, je reviens, donc du coup, l'intitulé de cette émission, c'est les collections d'hier et de demain. Donc là, effectivement, ce qu'on a mis en avant, c'est qu'il y a des collections, une collection peut s'arrêter, une collection peut mourir, ou il y a des collections qui, effectivement, sont un peu plus archaïques, comme, je pense, au timbre ou à la numismatique. Est-ce qu'il y a des collections intemporelles? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des collections est-ce qu'on peut déjà anticiper que demain, on collectionnera, je ne sais pas moi, un téléphone portable ou un jeu vidéo pour remplacer les petites voitures ou les bandes dessinées? Alors, à brève échéance, on peut imaginer comment va être le marché de demain. À long terme, ça va être beaucoup plus compliqué. D'accord. En fait, le téléphone, ça existera tout simplement plus du tout. Donc, et donc, ça ne se collectionnera pas si ça n'existe pas, voilà, par exemple. s'il n'existe plus, qu'un enfant, il ne sait même pas ce que c'est, il n'y aura pas de collection derrière. D'accord. Par contre, on peut penser, par exemple, dans le cas des cartes Pokémon, tant qu'il y a des jeunes qui arrivent dans le marché, c'est-à-dire des jeunes qui ont 6, 8, 10 ans, qui commencent à collectionner, qui collectionnent encore quand ils ont 14, 15 ans, la collection, elle va vivre. D'accord. Elle va vivre, il y aura un marché, il y aura des nouveaux entrants, des sortants, il y aura des échanges, des ventes, des achats. Donc les belles pièces continueront à prendre de la valeur. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va collectionner demain ? Est-ce qu'on va collectionner des NFT sur son téléphone ? Ça, vous pensez que ça peut venir révolutionner le marché de la collection, justement, les Moi, NFT? je pense que l'avenir, c'est de collectionner sur son téléphone ou sur des espaces... Donc, plus l'objet physique. Plus l'objet physique, un objet D'accord. virtuel, mais qui pourrait être en tirage limité. Pourquoi ne pas collectionner des cartes Pokémon sur un téléphone ? Ça revient au même. En fait, c'est juste du carton. L'objet physique est juste du carton. Mais il n'y a plus forcément le côté nostalgique de celle qu'on avait dans la cour de récréation. Voilà, mais on est passé dans un autre marché. Et je pense que quelques collections vont subsister comme ça pour... voilà, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, mais peut-être on collectionnera des NFT, des cartes Pokémon, des joueurs de foot sur son téléphone, puisqu'il y a des initiatives dans ce sens-là. Bien sûr, oui. Oui, ce qui remplace les cartes Panini qu'on avait à l'époque. Donc là, ce serait l'idée de collectionner, effectivement. Mais là, pareil, ça veut dire que... Alors, vous me direz, alors, quand on parle de football, il y a toujours des nouvelles générations qui s'intéressent au football. Donc là, la collection se construit d'elle-même. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a des collections comme ça qui peuvent être intemporelles? Je ne sais pas, moi, des personnages de bande dessinée ou des fictions qui sont tellement intemporelles que tous les produits dérivés de ces collections, je pense... En fait, dans ma tête, j'ai Batman, hein, pour être tout à fait honnête. Non. J'ai l'impression que ça traverse les générations et que du coup, le marché devrait être alimenté. Oui, alors Batman, c'est l'exemple type, ou les super-héros américains. C'est qu'il y a de la nouveauté tout le temps. C'est que tous les 10 ans, vous allez avoir un nouveau film, une nouvelle licence qui va arriver avec des produits dérivés pour captiver ce public de jeunes qui n'a pas connu Batman dans les années 40 ou dans les années 50. Donc ça, c'est important. En fait, pour qu'une collection vive, il faut de la nouveauté. D'accord. Et ce serait moins le cas, par exemple, avec Mickey Mouse. Si je prends le même exemple, là, pour le coup, j'ai l'impression, alors je suis peut-être moins concerné, mais qu'il y a moins de franchises aujourd'hui qui se relancent sur le sujet. Oui, mais alors, il y a aussi un aspect, comment dire, quand une partie de collection rentre dans l'histoire de l'humanité, oui. C'est toujours collectionné. Alors, c'est le cas, par exemple, sur Tintin. Tintin, les planches originales, les cases, les albums en édition originale font toujours des prix très très importants, voire de plus en plus cher, parce que c'est intemporel et ça rentre dans l'histoire de l'art. Que ce soit Hergé, que ce soit Bilal, Moebius, en fait, les grands auteurs de bande dessinée rentrent dans l'histoire de l'art et à partir de ce moment-là, le prix est décorrélé du petit marché de la bande dessinée. Et on finira là-dessus, Florian Bourguet, on pourrait en parler des heures, mais un moment, vous avez peut-être autre chose à faire. On essaye de donner quelques pistes aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup en tout cas d'être venu vous exprimer sur les collections d'hier et de demain. Je rappelle que vous êtes expert en bande dessinée. Merci Florian Bourguet. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux commissions de mouvement et à l'arrêt des commissions de mouvement dans le secteur financier, notamment vis-à-vis des fonds d'investissement, puisque le 19 mai dernier, les investisseurs et les professionnels du secteur financier ont découvert un arrêté publié au journal officiel qui modifie le règlement général de l'autorité des marchés financiers et qui interdit ces fameuses commissions de mouvement à partir du 1er janvier 2026. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau
plateau de Smart Patrimoine, Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l'AMF en charge de la direction de la gestion d'actifs. Bonjour Philippe Sourlas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes également en plateau avec Marc Renaud, président de Mandarine Gestion. Bonjour Marc Renaud. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous Philippe Sourlas sur ce sujet des commissions de mouvement, de l'interdiction de ces commissions de mouvement. Alors j'en donne une définition qui sera peut-être effectivement un petit peu caricaturale, on aura le temps de la développer, mais c'est le fait de facturer un pourcentage à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend au sein d'un fonds une action ou plusieurs actions, en expliquant qu'à partir du moment où il y a une action qui est faite, il y a une rémunération qui est donnée. C'est une spécificité française et l'AMF, alors c'est pas que l'AMF, d'ailleurs le Sénat s'est également exprimé sur le sujet, mais a décidé de dire ça suffit maintenant, à partir du moment où on gère un fonds, pas besoin d'appliquer des frais supplémentaires à chaque fois qu'on réalise des transactions. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fonds, il y a toujours une couche de frais qui est calculée sous la forme d'un pourcentage de l'actif net qui existe. Et les commissions de mouvement, finalement, c'est un autre type de frais qui vient s'ajouter à cette première catégorie. Et vous l'avez finalement bien défini, qui en fait est lié au fait d'acheter ou de vendre des titres. Et donc à chaque fois que le gérant va décider d'acheter ou de vendre des titres, ça va venir augmenter le niveau de rémunération qu'il perçoit. Et ce lien qui est fait entre la décision d'investissement du gérant et sa rémunération crée un conflit d'intérêts qui explique que l'AMF a effectivement souhaité mettre fin à cette pratique, qui est une spécificité française, vous l'avez dit à juste titre. Donc le sujet, si je comprends ce que vous dites, le sujet, c'est pas tellement le fait que ça fasse des frais plus conséquents, c'est le fait qu'il y a un conflit d'intérêts et qu'on aurait tendance à acheter et vendre plus d'actions justement pour augmenter la rémunération, alors que ce n'est pas forcément en lien avec la stratégie de long terme du fonds. C'est précisément cela, c'est-à-dire que plus le gérant aura tendance à acheter et à vendre des titres, ce qu'on appelle dans le vocabulaire technique le taux de rotation, plus le portefeuille du fonds tourne vite, plus le montant des frais va être élevé. Et donc, du coup, ça peut prêter lieu à des abus où il y a un risque que le gérant puisse être tenté, finalement, de prendre une décision d'investissement, non pas pour améliorer la performance du fonds pour son client, mais pour augmenter sa rémunération. Et donc, c'est ça le conflit d'intérêts qui pose problème et qui explique cette décision d'interdiction. Donc interdiction qui interviendra au 1er janvier 2026, qui va laisser un délai finalement au fonds pour s'adapter à cette nouvelle réglementation, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, les commissions de mouvement, Philippe Sourlas, concernent ceux qui décident de les appliquer. Ça ne concerne pas l'intégralité des fonds en France aujourd'hui. Voilà, absolument. C'est une minorité des fonds français qui prévoit ce type de commission. Pour donner quelques ordres de grandeur, il y a un peu plus de 100 sociétés de gestion sur 700 en France qui en prélèvent. Et ça représente quelque chose qui est de l'ordre de 3 à 4% du chiffre d'affaires des sociétés de gestion en France. Donc c'est une pratique qui est plutôt, circonscrite, même si les montants en absolu ne sont pas négligeables. On voit que 500 millions d'euros de revenus, c'est quand même un chiffre qui est conséquent. Oui, c'est ça, c'est ce que je lisais, effectivement, 500 millions d'euros de revenus, alors au global, et ça représente 4% environ des rémunérations. Marc Renaud, donc du coup, vous êtes directement concerné, alors ou non, vous allez nous le dire, effectivement, si vous appliquez des commissions de mouvement, mais comment est-ce que vous voyez du coup cette réglementation qui évolue sur le sujet des commissions de mouvement ? Sincèrement, c'est justifié pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait vraiment des frais associés aux transactions il y a 20 ans quand on faisait les trucs à la main. C'est quand même plus difficile à justifier aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est que, vous l'avez mentionné également, c'est une pratique franco-française. Donc ça nous aligne sur les pratiques européennes et ça permet par exemple de pouvoir exporter nos fonds. Parce qu'aujourd'hui, aller expliquer à un investisseur allemand les commissions de mouvement, je peux vous dire que c'est un moment difficile à passer. Parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, alors quand vous parlez de 4%, c'est une moyenne. Il y a des gens qui n'en prennent pas du tout, il y a des gens qui en prennent beaucoup. Oui, je voyais que ça pouvait aller jusqu'à 30%. Voilà. Ce que je disais dans un article sur les Échos, effectivement, voilà, c'est 30% des chiffres d'affaires. Ouais. Là, c'est un peu compliqué à expliquer, mais donc, si vous voulez, l'AMF est dans son rôle, elle protège les épargnants, notamment les moins sophistiqués. Après, dans la vraie vie, quand dans vos OPCVM, vous avez aussi des sélectionneurs de gestion privée, voire des institutionnels, tournez votre portefeuille pour faire des recettes en dégradant la performance, vous ne pouvez pas vraiment y jouer à ça. Mais l'AMF est dans son rôle de protéger les épargnants qui n'ont pas les moyens de vérifier. D'accord. Et nous très rapidement, nous, on en a pratiqué, mais on les éteignait parce qu'on n'est pas à l'aise avec cette commission. Donc, c'était devenu une recette de poche. Parce qu'en fait, il y a deux arguments, si je comprends bien. Le premier, c'est de dire qu'avec les outils digitaux, finalement, ça a moins de sens puisqu'on y passe moins de temps et donc globalement, en fait, on facture quelque chose qui se fait presque automatiquement. Et de l'autre, en fait, à partir du moment où on veut être un petit peu compétitif à l'international, c'est
commission de mouvement ne se justifiait plus. Non, et parmi les raisons qui font que la SICAV luxembourgeoise a gagné par rapport à la SICAV française, alors, il y a d'autres raisons, mais il y a celle-là. C'est une pratique qui va nous aligner encore une fois sur des pratiques internationales, c'est une bonne nouvelle. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que le secteur financier considère que c'est une bonne nouvelle. Philippe Sourlas, ça a été compliqué à mettre en place les discussions avec le secteur financier parce que je trouve qu'il y a quoi ? Il y a à peu près 700 fonds en France. Il y en a un peu plus de 100 qui pratiquaient ces commissions de mouvement. Ça reste une minorité, donc ça vient. En fait, finalement, ça vient mettre tout le monde au diapason d'une pratique qui était déjà enclenchée, si je comprends bien, dans un certain nombre de fonds. Voilà, alors effectivement, c'est une minorité des sociétés de gestion. C'est vrai qu'en termes de nombre de fonds, il y en a un peu plus. Oui, bien sûr, de sociétés de gestion, pardon. Oui. Mais effectivement, ça a été un dialogue pour lequel on a une discussion assez longue, puisque même si, à nouveau, ça concernait une minorité, les montants sont quand même très conséquents. Donc 500 millions d'euros de revenus, c'est quand même pas du tout anecdotique. Comme vous l'avez dit à juste titre, certaines sociétés étaient beaucoup plus concernées que d'autres. Et donc pour certains acteurs, ça pouvait être une décision qui était quand même assez forte et assez impactante. Donc ça a été une discussion, on a pris le temps de l'échange avec les acteurs pour vraiment être certain de mesurer toutes les conséquences de cette décision. Et on a donné du temps aux acteurs aussi pour s'adapter et s'ajuster à cette évolution, puisque cette interdiction prendra effet en 2026. Et ça pose quand même un certain nombre de questions. Je me tourne vers vous, Marc Renaud. Vous parliez effectivement des institutionnels, mais des institutionnels qui, globalement, ont les moyens d'avoir des gens qui vérifient un peu ce qui se passe, ou en tout cas qui sont formés au sujet. Quand on est épargnant et qu'on nous dit, de toute façon, c'est comme ça, vous avez des commissions de mouvement, on n'avait pas forcément les moyens de vérifier, ou en tout cas le temps d'aller regarder si c'était comme ça chez les autres. Là, ça a le mérite, entre guillemets, de mettre la lumière sur le fait que c'était pas quelque chose de normal, alors sans dire que c'était anormal, mais dans le sens où par rapport à ce qui se faisait ailleurs, que ce soit en France ou à l'international. Donc ça a une vertu un peu pédagogique quand même aussi. Oui, ça a été compréhensible, c'était devenu moins compréhensible, j'en conviens. Et encore une fois, oui, le rôle de ceux qui supervisent le marché, c'est que les épargnants soient traités de façon équitable. Et c'est vrai que celui qui a le moyen de descendre les comptes est très avantagé par rapport à celui qui s'est fait vendre un contrat d'assurance vie et qui regarde ça une fois tous les 3 ans. Donc oui, c'est un truc qui est nettoyé et clarifié. Il pouvait y avoir des mauvaises surprises comme ça, parce que j'imagine, c'est même pas j'imagine, on vous appelle pas à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend une action. Donc globalement, vous voyez facturer à la fin des commissions de mouvement, vous voyez au passé, ou en tout cas encore un peu présent, facturer des commissions de mouvement, sans même savoir globalement ce qui s'est passé dans le fond. En fait, c'est très complexe et c'est relativement opaque pour le client. Donc c'est là où on est effectivement au cœur des missions de l'AMF. Et même pour nous, puisque c'est un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé par le passé, donc on avait vraiment essayé de faire la chasse aux abus, on est allé regarder un certain nombre de cas sur lesquels on avait une suspicion d'abus avec un gérant qui aurait pu réaliser un certain nombre d'opérations dans son intérêt financier propre et pas dans celui de ses clients. On s'est rendu compte, et l'expérience nous a démontré que c'est extrêmement difficile à caractériser, puisqu'en fait, il faut réussir à démontrer que l'intention du gérant, quand il appuie sur le bouton et qu'il décide d'acheter tel titre ou de vendre tel titre, c'était de générer du revenu pour lui et pas d'améliorer la performance du fonds. Donc cette analyse, elle est extrêmement difficile à faire. Et oui, surtout que ça peut être les deux à la fois. Ça peut être les deux à la fois. Et donc du coup, il y a une vraie difficulté, en tout cas, à comprendre et le cas échéant pour un superviseur à démontrer, notamment dans une perspective de sanction, les cas d'abus. C'est ce qui explique que la mesure d'interdiction nous semblait souhaitable, puisque c'est une façon, quelque part, de mettre fin à la suspicion et de clarifier les choses. Marc Renaud, 2 questions. Est-ce que, selon vous, ça peut avoir un impact sur la gestion des fonds demain qui pratiquaient ces commissions de mouvement ? Est-ce que, du coup, c'est de nature à remettre en cause un arbitrage qu'ils auraient fait, par exemple, sur telle ou telle action ? Je ne veux pas me prononcer sur les pratiques de mes confrères, mais ce qui est sûr, c'est que ça participe à la baisse des frais de gestion. D'accord, ouais. Et à la transparence des frais de gestion. Donc ouais. les gérants ont vécu des années fort juteuses, ça allait un peu moins, ça restait un métier tout à fait rentable. Et voilà, on est dans une logique de clarification et de transparence, et c'est le sens de l'histoire. Et alors justement, c'était ma deuxième question. Alors je ne sais pas effectivement si vous pourrez me répondre pour l'intégralité du marché, mais est-ce que du coup supprimer des frais quelque part ne pourrait pas, d'ici 2026, augmenter des frais ailleurs ? C'est la crainte qu'on peut avoir en tant qu'investisseur quand on place son argent. Marc Renaud, vous pensez que ces frais ne sont pas justifiés, donc globalement, ça ne devrait pas les augmenter dans un second temps ? Non, puis surtout, ça fait partie de la transparisation des frais. Mais il y a aussi une évolution, enfin une réforme qui est faite sur les
le calcul des commissions de performance, par exemple. Donc, on s'est penché sur l'ensemble des commissions. Non seulement il faut les justifier, mais surtout, il faut les montrer. D'accord. Quand vous les montrez, vous ne compensez pas un truc qui n'était pas justifié par un autre que vous inventez. Bien sûr. Donc, le sens, c'est la baisse des commissions. C'est d'ailleurs tout à fait l'objectif de l'AMF. Il faut les montrer et les rendre compréhensibles, effectivement, à tous. Ouais. Pour comprendre ce qu'on paye et quand on paye et pourquoi on le paye. Ouais. Ça, clairement, ça a beaucoup évolué et beaucoup progressé depuis quelques années. Philippe Sourlas, j'ai quand même envie de vous poser la même question. Est-ce qu'il y a une crainte quand même de faire augmenter, de voir que diminuer des frais d'un côté, voire les interdire, pourrait faire augmenter les frais de l'autre côté? Enfin, c'est une crainte, en tout cas, d'un point de vue investisseur, qu'on peut entendre. Pour nous, l'objectif principal, c'était vraiment de mettre fin à ce conflit d'intérêts. Donc, c'était vraiment ça l'objectif premier. On n'avait pas forcément vocation à déterminer le prix juste de tel ou tel fonds et à se substituer quelque part au mécanisme de l'offre et de la demande. Mais il nous semblait qu'il fallait que ce mécanisme d'offre et de demande se passe sur des bases saines, avec une information effectivement claire et transparente, et avec un régime qui évite les abus. Puisqu'en fait, si on vous vend un fonds en vous disant on va vous charger 1% de frais, par exemple, plus des commissions de mouvement nécessaires à la gestion, et que derrière, des opérations sont faites en excès pour essayer de gonfler ce montant de frais prélevés, on voit qu'on a un problème de transparence et quelque part de traitement équitable du client. Donc c'est à ce problème-là qu'on essaie de résoudre, plutôt qu'une vision qui consisterait à essayer de faire monter ou descendre le montant total des frais. Donc un sujet vraiment de transparence, de compréhension de comment fonctionne finalement la gestion d'un fonds et les marchés financiers pour l'épargnant final, quel que soit son niveau de compréhension. Voilà, on est vraiment au cœur de nos missions. On est vraiment beaucoup plus attentif aux clients particuliers qu'aux clients professionnels sophistiqués qui ont davantage les moyens, comme le disait Marc Renaud, de faire leur due diligence, de vérifier un peu pour eux-mêmes la façon dont les frais sont calculés, la façon dont ils sont prélevés. On a forcément des règles plus strictes et plus exigeantes pour cette catégorie de clientèle-là. Marc Renaud, une question que j'ai envie de vous poser de manière un peu plus générale, puisque effectivement, quand on vous écoute, comme chez Mandarin Gestion, si je comprends bien, ces commissions de mouvement étaient déjà plus ou moins éteintes. Ça n'a pas l'air d'être un sujet vraiment pour vous. Et alors le sujet est peut-être un peu plus général de transparence vis-à-vis des investisseurs. Est-ce que ça change la façon dont on aborde le sujet investissement avec ses clients, le fait d'arriver avec plus de transparence, plus de pédagogie sur comment on applique des frais et ce qu'on fait à l'intérieur d'un fonds? Oui, alors encore une fois, quand vous avez affaire à une clientèle professionnelle qui constitue beaucoup de mes fonds, ils savent. Puis vous amusez pas à tourner le portefeuille pour faire des recettes parce que ça durerait pas longtemps. Hein. Mais la transparence, ça veut dire plus de concurrence. Je fais une ouverture sur les commissions de surperformance. Celles-là, elles sont justifiées. Si vous faites de la surperf, vous en prenez un bout. Elles ont été modifiées dans leurs calculs pour qu'il n'y ait pas je me rattrape après une mauvaise année, etc. Ce que là aussi est censé. Tout ça participe à expliquer, justifier nos commissions. Encore une fois, c'est le sens de l'histoire, ça ne me choque pas. Oui, parce que commission de surperformance veut dire je récompense le travail que j'ai fait et le résultat que j'en ai obtenu. Voilà, je suis plus à l'aise à réclamer ça qu'à réclamer une commission de mouvement, clairement. Oui, parce qu'il y en a un, c'est du moyen et de l'autre, c'est du résultat. Donc, oui, en fait, globalement, quand on rémunère le résultat, le client le comprend le plus. Voilà. Donc, oui, on est obligé d'expliquer, mais ce n'est pas en soi embêtant. Philippe Sourlas, donc du coup, si je comprends bien, plus de performance, j'allais dire, non, plus de transparence, plus de performance, ça je ne sais pas, c'est propre à chacun. Plus de transparence donc pour ce marché financier. Donc 1er janvier 2026, c'est ça, 2 ans pour s'organiser en tant que société de gestion vis-à-vis des différents fonds. Absolument, comme vous l'avez dit, les sociétés de gestion vont revoir leur tarification. Donc certaines vont choisir quelque part de subir une perte de revenus liée à cette suppression. D'autres pourront choisir de compenser cette perte de revenus en tout ou partie par une retarification, une hausse de tarifs sur d'autres catégories de produits, qui peuvent être d'autres fonds, qui peuvent être des mandats de gestion également, puisqu'en fait, c'est également une composante importante du revenu de certaines sociétés de gestion. Et on sait que sur les mandats, retarifier un contrat, ça prend du temps, parce qu'il faut l'accord du client. Donc c'est un processus qui peut être long. Donc d'où l'idée de laisser du temps aux gérants pour à nouveau s'adapter à cette modification qui est importante en termes financiers pour beaucoup d'entre eux, enfin pour certains d'entre eux, et du coup leur laisser le temps de s'adapter et quelque part aussi par ailleurs pour nous l'idée et on finira là-dessus puisqu'on a plus de temps. Très bien. Et l'idée peut-être d'enclencher aussi une autre discussion à la rentrée sur les mandats de gestion et les commissions de mouvement dans les mandats de gestion. Donc on se laisse aussi le temps pour cette autre discussion-là qui arrive. Et vous reviendrez nous en parler dans Smart Patrimoine avec grand plaisir. Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l'AMF en charge de la direction de la gestion d'actifs. Merci également Marc Renaud, président de Mandarin Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur Bismart.